Le thème qui nous réunit aujourd'hui, en réalité, c'est la transition s'imposera à la Côte d'Ivoire en 2015 prochain. Je voudrais saisir cette opportunité pour m'adresser au chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara. C'est vrai qu'il a fait une sortie le 26 juillet 2015 dernier à Séguéla, en pleine campagne électorale. Les propos qui ont été tenus sont durs, sont insupportables pour le peuple de Côte d'Ivoire, venant surtout d'un chef d'État. Je voudrais donc, parlant de cette transition-là, intervenir en 3 points. Dans un premier temps, je vais observer quelques points du propos tenu par le chef de l'État et par la suite, je vais expliquer à lui-même d'abord et aux Ivoiriens et au monde entier les raisons profondes pour lesquelles la transition s'impose à la Côte d'Ivoire. Et sans doute, je finirai par un appel. Pour ce qui est de l'analyse du discours de la haine du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, prononcé le 26 juillet dernier à Séguéla, je me permets d'analyser ce texte-là parce qu'en la vérité, un chef de l'État ne peut pas tenir pareil discours. Et c'est pour cela que je me permets de l'intituler le discours de la haine. En réalité, regardons ensemble ce que monsieur le chef de l'État a eu à dire. Dans un premier temps, vous dites, j'ai toujours fait preuve de tolérance et de compréhension, mais si c'est nécessaire, je sais être ferme. J'avoue que peut-être vous pensez que les Ivoiriens ne vous connaissent pas assez. Vous pensez que la Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment habituée à vos méthodes. Parce que ça, c'est un discours, des propos que vous pouvez tenir aux jeunes qui sont nés en 92, en 93, après, mais pas à des personnes qui connaissent votre arrivée en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Alassane Ouattara, la fermeté, c'est votre nature. Depuis que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous n'êtes que ferme, au point d'être fermé au peuple. Et à qui n'est pas de votre bord? Vous vous souvenez, en 90, 91, 92, en tant que Premier ministre, parce que vous faites vous a nommé, c'est là que nous avons connu le massacre de l'opposition dans notre pays. 18 février, ça dit quelque chose. Un certain Laurent Gbagbo a failli être assassiné. Son épouse et lui, tout le monde jeté en prison. Les hauts cadres de la Côte d'Ivoire ont été matés. Demandez au professeur Denis Segui s'il n'a pas fait la prison. Demandez au professeur Vautier s'il n'a pas fait la prison. De quelle fermeté parlez-vous? Vous n'êtes pas tolérant. Vous n'êtes pas compréhensif. Vous n'êtes que ferme. Donc le dire, cela n'émeut personne. Deuxièmement, vous dites je veux mettre les uns et les autres en garde. Mais lorsqu'un président de la République, qui se dit président d'une République, dit qu'il veut mettre les uns et les autres en garde, c'est que c'est la chute de la République. On est sorti de la démocratie. On est dans une dictature. Ça, c'est un propos d'un chef de guerre, d'un chef militaire, mais pas d'un démocrate, pas d'un républicain. Un président de la République ne peut pas menacer ses concitoyens. Attendez, peut-être que vous ne savez pas très bien ce que c'est que la démocratie. Dans la démocratie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de menace. Il y a la persuasion, il y a la conviction. Chez vous, ça ne marche pas. Et cela me fait penser un peu à Wole Soyinka. Wole Soyinka, c'est un écrivain africain, nigérian, prix Nobel de littérature, qui disait, et je le cite, « Le tigre, il n'écrit pas sa tigritude, il saute sur sa proie et il la mange. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on est déjà chef de l'État ou président de la République, on n'a même plus besoin d'ouvrir la bouche, on a tous les pouvoirs. Un président de la République ne peut pas menacer.
il agit. Et vous n'avez fait qu'agir. Si vous arrivez aujourd'hui à menacer, il faut reconnaître que c'est que vous êtes au bout de votre régime, de votre dictature. Quand un président de la République dit « je veux mettre les uns et les autres en garde », non. Peut-être qu'il faut relire les principes de la démocratie. En démocratie, un président de la République, un ministre, ce sont les serviteurs du peuple. Parce que le détenteur du pouvoir, le détenteur exclusif du pouvoir exécutif, c'est le peuple. Un président à la limite n'est rien. Un ministre à la limite n'est rien. C'est le peuple qui est le roi des rois. Et le ministre et le président, ils sont là pour servir le peuple. En réalité, lisez l'étymologie du mot ministre. Ça veut dire envoyer. On envoie le ministre. Le peuple envoie un ministre. Le peuple envoie un président. Mais un président ne menace pas au point de dire je veux mettre les uns et les autres en garde. C'est dommage. Et même en tant que, et je me permets, parce que si vous êtes musulman, moi je suis chrétien, et les meilleurs exemples que j'ai pour ce qui est de la servitude d'un grand chef, c'est dans ma religion, la chrétienté. Et dans la Bible, que je lis et que je considère le grand chef, le Fils de Dieu, le Christ, celui-là, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, si tu veux être grand, il faut commencer par être petit. Un président qui veut se faire respecter, il commence par respecter ses concitoyens et son peuple. Vous ne pouvez pas, ragaillardi par la foule de ces gars-là, dire je veux mettre les uns et les autres en garde. Vos mises en garde ne nous effraient plus. Troisième propos, monsieur le chef de l'État Alassane Ouattara, vous dites vive le président, abat le président. Qu'on arrête de nous parler de transition parce que ceci peut être assimilé à une atteinte à la sûreté de l'État dans notre pays. Cela fait un peu sourire, excusez-moi, monsieur le chef de l'État, mais cela fait un peu sourire. Pourquoi? En fait, quand on écoute cela, quand on vous écoute, vous voulez nous dire que vous avez une haute dimension de la République. Vous avez une haute considération de l'État. Vous êtes un grand homme d'État. Mais c'est faux. Parce qu'un grand homme d'État, aujourd'hui, au XXIe siècle, un grand homme politique, c'est celui qui commence par respecter les règles de son pays. La loi des lois de notre pays, la Constitution, c'est la boussole de la République. Un chef d'État qui ne respecte pas la Constitution, ce n'est pas la peine qu'il nous parle d'atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'il n'a pas une notion assez noble de l'État. Et c'est cela, c'est dommage, parce que c'est ce que nous constatons. Pourquoi est-ce que je le dis? Je ne reviendrai pas, tout à l'heure je parlerai de l'article 35 qui vous pose problème et qui fait que vous êtes exclu de l'élection en Côte d'Ivoire, élection présidentielle 100 ans. Mais je voudrais vous donner deux articles de la Constitution. L'article 54, vous qui parlez de l'État, monsieur le chef de l'État, regardez l'article 54. Je vais lire, parce que c'est important que nos concitoyens comprennent. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction des dirigeants des partis politiques. Les fonctions présidentielles sont incompatibles avec toute fonction des dirigeants des partis politiques. Qui est le président du RDR aujourd'hui? Dites-nous qui est le président du Rassemblement des Républicains, c'est qui? C'est vous. Le chef de l'État cumule les fonctions de chef d'un parti. Du coup, vous mettez la République en danger parce que vous confondez. Oui, vous confondez les intérêts de votre parti politique avec les intérêts de la République. C'est interdit dans notre loi fondamentale. Vous ne respectez pas la loi fondamentale. Vous ne respectez pas les principes d'un État de droit. Vous ne respectez pas la République, M. Alassane Ouattara. Il faut que vous le sachiez. Après cet article 54, je vais vous citer l'autre article, l'article 10. Pour que les Ivoiriens comprennent très bien. Parce que vous voulez berner le peuple. L'article 10 dit ceci. Je vais lire l'alinéa 2, c'est-à-dire le deuxième paragraphe. Et je cite. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. Le rattrapage ethnique, là, c'est condamné par la Constitution. L'article 10 vient de le dire. Un chef d'État ne peut pas se mettre devant les médias et dire le Nord a été lésé, j'applique une politique de rattrapage ethnique. Au point où on va faire un concours de la fonction publique pour rentrer au CAFOP. Et tous les noms sont
de notre Dioula? Est-ce que vous savez ce que vous faites de notre public, de notre pays? Est-ce que vous savez ce que vous faites de la République de Côte d'Ivoire? Il ne faut pas venir s'aimer la haine, la division au sein des Ivoiriens et puis dire que vous respectez l'État et que vous dites que vous respectez la République. Non, je suis désolé, monsieur le chef de l'État. Si vous voulez que l'on respecte la République, commencez vous-même par respecter la Constitution de notre République. Nous y reviendrons avec l'article 35. Et je m'en vais terminer sur cette question de l'atteinte à la sûreté de l'État. En réalité, il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on appelle atteinte à la sûreté de l'État? Selon la grande encyclopédie Larousse, prenez Larousse, je veux dire, c'est un dictionnaire. Pour que nos jeunes, nos étudiants s'habituent un peu à ces mécanismes-là, ce n'est pas compliqué. Selon le Larousse, l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est un ensemble d'infractions, c'est-à-dire un ensemble d'actes ou de propos qui mettent en péril la sécurité intérieure, de même que la paix sociale. Le fait de demander une transition en Côte d'Ivoire, en quoi ça met en péril la République? Est-ce que vous pouvez comparer le fait de demander une transition avec des propos tels que « je vais rendre ce pays ingouvernable ». C'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui l'a dit. Je frapperai ce régime moribond au moment opportun et il tombera comme un fruit mûr. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas Boni Clavé qui l'a dit. C'est pas Anaki Kobena qui l'a dit. Ce ne sont pas ceux qui réclament la transition qui l'ont dit. Et ces propos-là étaient 1000 fois dangereux que le fait de demander une transition. À la vérité, tous ceux qui demandent la transition en Côte d'Ivoire, ce sont ceux qui aiment leur pays. Parce que nous avons peur des massacres qui vont advenir. Et c'est la peur qui demande aux Ivoiriens d'être logiques, d'être objectifs et de dire on reporte l'élection, on règle les problèmes et puis après on fait la fête au niveau de l'élection. Mais vous ne voulez pas l'entendre parce que vous voulez faire un passage en force. La force appelle la force. Et je ne crois pas qu'il y ait sur cette terre une force au-dessus de la force du peuple. En clair, monsieur le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce qu'il faille retenir de ce discours de la haine prononcé le 26 juillet dernier à Séguéla, devant vos parents, devant vos populations, devant vos sympathisants et militants, c'est véritablement un discours de division, un discours de menace, un discours qui veut faire peur au peuple. Et je le dis très humblement, vous, M. Alassane Ouattara, votre fermeté, on l'a suffisamment vu. Vous l'avez démontré. Et aujourd'hui, non seulement les jeunes politiciens sont en prison, je ne vais pas parler de Kwa Justin qui est en train de souffrir à Boaké, je ne vais pas parler de Daï Nestor qui est en train de périr à Timbokro. Mais vous êtes même arrivé à prendre des hauts cadres de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous pensez que la Côte d'Ivoire va mourir avec vous, mais vous vous trompez. Vous passerez, comme vous faites les passés, et la Côte d'Ivoire demeurera. Mais laissez de grâce nos cadres servir la République. Si aujourd'hui, là, un homme comme Sébastien Danon Djedje est en prison, c'est que finalement, votre régime, là, tout le monde doit préparer sa valise pour aller en prison. Parce que j'ai connu ce monsieur, sans être du FBI, moi je suis un militant des droits de l'homme. Chaque fois que le régime de Laurent Gbagbo violait les droits de l'homme et que je voulais me plaindre, j'appelais le ministre de la Réconciliation, Sébastien Danon Djedje. Et son cabinet me rappelait, et je prenais rendez-vous pour aller lui dire, monsieur le ministre, faites comprendre au président de la République que ceci ne fonctionne pas, ceci ne fonctionne pas. Si dans le FPI, Sébastien Danon Djedje est emprisonné à Tomodi, en train de souffrir, c'est que finalement, chez vous, tous les Ivoiriens vont aller en prison. Mais j'ai fait que peu dire ce qui est. En réalité, même aujourd'hui encore, vous sortez une stratégie, vous dites que vous allez rendre l'école obligatoire. En tant que militant des droits de l'homme, j'applaudirais. Parce qu'il y a deux éléments fondamentaux qui seraient à applaudir dans un État qui se veut démocratique. La question de la santé pour tous, la question de l'école obligatoire. Mais qu'est-ce que vous faites, vous et votre gouvernement? Vous rendez l'école obligatoire et en même temps vous sortez une décision pour dire tous ceux qui n'obéiront pas iront en prison. Mais vous pensez qu'on gouverne avec la prison? Est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne un État? Avec la prison, avec la chicotte, avec la matraque. C'est quoi cette affaire-là? Vous ne prenez pas le temps d'expliquer aux Ivoiriens le bien fondé d'une mesure de scolarisation obligatoire pour que nos parents qui sont dans les campements, dans les villages, puissent comprendre le bien fondé et amener leurs enfants à l'école. Mais vous vous dites, celui qui ne respecte pas, il ira en prison. Bon, vous allez mettre tous les villageois là en prison. Vous allez mettre tous les Ivoiriens en prison et puis vous allez régner. C'est ce que vous cherchez. Non, arrêtez quand même de tordre l'esprit de nos
de nos concitoyens et de notre peuple. Vous avez, en 5 ans, vous n'avez rien foutu. Et puis, objectivement, lorsqu'on veut prendre l'école obligatoire, quels sont les lycées que vous avez construits? Quels sont les collèges que vous avez construits? Quelles sont les écoles primaires que vous avez construites? Dites-nous, quels sont les enseignants que vous avez? Parce que quand on rend l'école obligatoire, cela veut dire qu'aucun enfant ne va rester à la maison. Il faut trouver des enseignants. Je suis un enseignant. J'ai enseigné dans le lycée, comme j'enseigne à l'université. On n'a pas suffisamment d'enseignants. Nos écoles, nos classes, nos salles de classe sont bourrées d'élèves. Les enseignants n'en peuvent plus. Vous avez réglé ce problème-là? Et qui vous a dit que tous les syndicats d'enseignants sont d'accord avec cette mesure-là? Parce qu'au nom de la dictature, vous pensez que vous allez l'imposer? Gouverner, c'est convaincre, c'est persuader. Ce n'est pas matraquer, ce n'est pas chicoter, ce n'est pas emprisonner. Et sur cette question de la prison, j'ai mal au cœur, parce que je vais finir par là. Quel est le bilan de ces prisons? Tous nos concitoyens qui sont en prison, des jeunes à la maca qui sont castrés, des jeunes à la maca qui sont sodomisés par vos compatriotes, par vos amis, par vos FRC. Comment vous expliquez cela? C'est cela gouverner? Ah, certains parmi vous vont dire que le docteur Boga, il est de l'autre côté là-bas, il invente. Non, les faits sont là. Je vais vous citer 2 cas. Prenez Mangaé Basile, ce grand syndicaliste que la Côte d'Ivoire est connue, responsable de Dignité, le mouvement Dignité, la centrale syndicale Dignité. Il était affilié à la CGT en France. Lorsqu'il était en prison, c'est la CGT en France qui a approché François Hollande et on vous a fait signe pour qu'il soit libéré. Mais quand on l'a libéré, qu'est-ce qui restait de lui? 11 côtes cassées. Mangaé a péri. Voilà votre régime. Prenez un autre exemple, le commissaire Nébré, César. Je l'ai connu parce que j'ai servi au ministère de l'Intérieur. J'étais un des collaborateurs du ministre Martin Béou. Donc tous ces responsables de la police, de la gendarmerie, même de l'armée, je les connais. Nébré était serviteur de l'État. Quand vous l'avez pris, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est lui qui a eu le courage de faire la vie à ses enfants, d'avoir été sodomisé dans vos prisons. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est de dire Vive le président, abat le président. La transition s'imposera en Côte d'Ivoire dès 2015, dès octobre 2015. Pourquoi? 2 raisons. 1, vous n'êtes pas éligible. C'est un problème fondamental. 2, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas capable de comprendre cela, c'est que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Parce que quand il y a des problèmes dans une république, on s'assoit et on trouve des solutions. Mais on ne dit pas, c'est moi le chef, je vais passer en force. Alors j'enlève M. Vaudier au Conseil constitutionnel, je nomme M. Kodé Mamadou. Non, vous n'allez pas passer en force. Parce que, écoutez, monsieur le chef de l'État, vous pouvez acheter des armes. Hein. Vous pouvez violer l'embargo, voir avec Yahi Boni au Bénin, acheter les armes comme vous voulez et tout cela. Mais si vous n'êtes pas rassasié de tuer, si les FRC ne sont pas rassasiés de tuer, sachez que vous allez faire un carnage. Hein? Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, ils vous ont subi pendant 5 ans. Ce ne sera pas facile qu'ils vous subissent encore 5 autres années. Mais au fond, l'idée de la transition là, parlons de transition, l'idée de la transition là, vous pensez qu'elle est nouvelle en Côte d'Ivoire? Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. En 2005, Laurent Gbagbo vit une Côte d'Ivoire divisée. Les rebelles dans le nord, depuis Bouaké, la République dans le sud. En s'approchant d'octobre 2005, qui est la date constitutionnelle pour les élections, qu'est-ce que l'opposition a fait? Toute l'opposition, qu'est-ce qu'elle a demandé? Une transition. Et lorsque le RHDP a été créé à Paris, le 18 mai 2005, le discours du RHDP c'était quoi? Transition, transition, transition. Et vous, quelque part, vous avez un peu réussi. Parce que vous avez imposé la transition au président Laurent Gbagbo depuis l'ONU. Souvenez-vous des résolutions 1633. C'est à partir de cette résolution-là qu'un certain Seydou Liman Diarra est devenu Premier ministre. On a imposé un Premier ministre à M. Laurent Gbagbo. Et dans la résolution, tous les pouvoirs du président de la République étaient enlevés, arrachés pour les donner à un Premier ministre. Donc l'idée de la transition là, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est vous qui l'avez inventé. C'est vous au RHDP qui l'avez inventé. Et c'est vous-même quand vous étiez opposant qui l'avez imposé à la Côte d'Ivoire. Après la résolution 1633, il y a une autre résolution, la 1721, là où M. Bani est arrivé à la tête du gouvernement. Voilà la
réalité. Donc les Ivoiriens ne sont pas naïfs. Nous avons des cerveaux qui retiennent. Et l'histoire de notre pays, nous la vivons au quotidien. La transition va s'imposer à vous. D'ailleurs, il faut qu'on soit clair. Qui négocie une transition avec vous? Vous avez déjà vu ça où? Qui négocie avec vous une transition? Demandez à Blaise Compaoré si les Burkinabés ont négocié une transition avec lui. Mais il y a une transition encore au Burkina Faso. Une transition, on ne la négocie pas. Elle va s'imposer à vous. Si vous êtes malin, vous pouvez saisir la perche. Parce que c'est nous qui demandons la transition. À la limite, vous pouvez dire, bon, on va se calmer des conseils. C'est cela que nous recherchons. C'est cela que les bannis, tout le monde, c'est ce que toutes ces personnalités-là recherchent. Parce que nous aimons notre pays. Ça ne sert à rien de se braquer les uns contre les autres. Et il y a longtemps que la FIDOP l'a dit. On vous a dit, vous n'êtes pas éligible. Mais on va trouver un arrangement. Comme Marcoussi était un arrangement pour vous. Marcoussi là, c'est pour vous. Vous n'êtes pas éligible. Tout le monde le sait. Est-ce qu'on invente? Vous le savez vous-même. Il faut que je dise quand même un mot sur cette question d'éligibilité quand même. Il faut que je dise quand même un mot sur la question d'éligibilité. Parce que, comme il y en a qui écoutent les discours des Ivoiriens pour la première fois, de temps en temps, il faut leur rappeler les choses. La constitution ivoirienne, là, elle a été votée en 2000, le 23 juillet. Il y a eu 2 jours. Le premier jour, on n'a pas terminé et le général Robert Guéhi a demandé de poursuivre le lendemain. Les 23 et 24 juillet, la constitution a été votée. 86%. Tous les hommes politiques ont demandé à voter oui, y compris vous-même, pour le compte du RDR. La vérité, c'est cela. Or, l'article 35 posait problème. Il y avait le débat sur les conjonctions de coordination. De père ou de mère, de père et de mère. La Constitution a été votée. Elle dit, il y a 2 alinéas qui vous posent problème dans l'article 35. Bon, je les connais, mais je les lis quand même. Pour ne pas qu'on dise que j'invente. Donc, je lis les articles 35. L'article 35, les 2 alinéas. Ils sont les suivants. Le candidat, il doit être il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Premier blocage pour vous. Deuxième blocage, le candidat ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Cela veut dire quoi? En clair, ici, là, dans ce débat-là, sur votre éligibilité, là, il faut que les Ivoiriens comprennent très bien. Personne n'a dit que vous n'êtes pas ivoirien. Si vous avez une nationalité ivoirienne, ça, ce n'est même pas notre problème. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas présidentiables. C'est ce que dit la Constitution. Tous les Ivoiriens ne peuvent pas prétendre être président de la République. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas 40 ans, ne viens pas dans le débat pour la présidence de la République. Si tes pères et mères, il y a un qui est né quelque part, qui est né d'une autre nationalité, qui n'est pas d'origine ivoirienne, c'est ce que Mme Monique Lavouille a fait comprendre. Lorsque Mme Monique Lavouille dit qu'elle se révolte contre l'article français, c'est son bon droit, parce qu'elle est ivoirienne. Malheureusement, elle est métisse, donc elle ne peut pas prétendre. Mais c'est la loi fondamentale qui le dit. Et elle est respectueuse de la loi fondamentale. Donc tous les Ivoiriens ne sont pas éligibles à la présidence de la République. Donc M. Alassane Ouattara, on n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas Ivoirien. Il faut que vos compatriotes, vos sympathisants, vos militants comprennent très bien. Parce que je me rappelle, le 14 octobre 2014, j'étais à la radio Africa numéro 1. Et dès que j'ai évoqué votre question d'inéligibilité, les journalistes disaient, ah oui, vous êtes en train de réveiller le diable, le démon qui a divisé la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, c'est un problème dont il faut parler. Vous n'êtes pas éligible. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la Constitution qui vous empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors, au lieu de chercher à régler ce problème-là, vous allez vouloir être ferme, mettre tout le monde en prison. Je suis désolé, mais les faits sont les faits. Et d'ailleurs, toute la communauté internationale sait que vous n'êtes pas éligible. Elle sait. C'est pour cela qu'à Marcoussi, dans le texte de Marcoussi, que je n'aimais pas, que je n'ai jamais aimé, parce que c'est un faux accord, dans Marcoussi, il a été demandé à la Côte d'Ivoire de réviser l'article 35. Mais tout le RHDP là, vous êtes des partisans de l'accord de Marcoussi, puisque c'est grâce à Marcoussi que vous avez réussi à vous imposer à Laurent Gbagbo, être dans son gouvernement, même la primature, bon, à la limite, pour que M. Soro devienne Premier ministre, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui entame le dialogue direct avec l'accord de Ouagadougou, qui a été signé le 7 mars 2007. Bon, bref. Mais vous qui êtes des partisans de Lina Marcoussi, pourquoi quand vous arrivez au pouvoir, où il n'y a même plus de propagande, où tout le monde fuit le pays, pourquoi vous n'avez pas profité pour faire la révision de l'article 35? Pourquoi? Parce que vous pensez que vous allez violer la Constitution encore?
Parce que vous pensez que vous allez violer la Constitution, mais vous vous trompez. À propos, le président que vous avez nommé au Conseil constitutionnel, M. Kone Mamadou, moi je l'ai connu un peu. Ce n'est pas un ami, on a failli être amis. Il était ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Je le fréquentais parce que j'étais président de l'APDH. D'ailleurs, pour que nous puissions rentrer à la Commission des droits de l'homme en tant que société civile, c'est sous le ministre Kone Mamadou qui a fait les démarches, qui a fait les papiers et qui nous a proposé au président Laurent Gbagbo qui a signé le décret pour que nous entrions à la Commission nationale des droits de l'homme. Donc je le connais un peu. J'espère qu'il sera loyal. J'espère qu'il saura dire le droit. Parce que s'il n'a pas dit le droit, il sera complice. Même s'il était pour le compte des rebelles ministres, même s'il est nommé aujourd'hui pour le compte du RR, pour le compte des rebelles, je pense qu'il sera loyal à la Côte d'Ivoire et qu'il saura dire le droit. Parce que celui qui va vouloir passer en force pour s'imposer candidat à cette élection-là, je pense qu'il aura fait le choix de tuer beaucoup d'Ivoiriens. Parce que nous sommes nombreux à considérer que vous n'êtes pas éligible. Et si vous ne vous asseyez pas à une table pour négocier avec les Ivoiriens, pour que vous puissiez libérer tous les prisonniers, pour que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire, vous n'aurez rien, vous ne serez pas candidat non plus en Côte d'Ivoire. Et j'ajoute, parlant de M. Kone Mamadou, président du Conseil constitutionnel, j'ajoute que la FIDOP a décidé de porter plainte. Et vous l'avez appris, nous avons monté un dossier, un avocat a été commis pour aller déposer un dossier au Conseil constitutionnel pour que votre candidature soit invalidée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas éligible pour que cela soit dit par le Conseil constitutionnel lorsque vous allez faire acte de candidature. L'huissier qui est allé déposer la plainte a été menacé par les responsables du Conseil constitutionnel. Mais j'espère que le Conseil se ressaisira. D'ailleurs, je dois le dire parce que je suis un homme loyal. Le président du Conseil constitutionnel a écrit au bâtonnier des avocats d'Abidjan, en tout cas des avocats de Côte d'Ivoire, parce qu'il dit qu'il n'était pas informé que la FIDOP de Dr Boga dit qu'elle est venue déposer une plainte, il voulait avoir des informations. Donc j'ai dit à notre avocat, Maître Hervé Ouamene, de se tenir prêt. Ils n'ont qu'à lui écrire. Dès qu'on nous écrit, nous allons lui répondre. Cette plainte sera déposée devant le Conseil constitutionnel. Parce que nous, en tant que société civile, nous prenons toutes les dispositions pour vous rendre responsable de tout ce qui adviendra dans notre pays comme le chaos. Et au-delà du Conseil constitutionnel, nous irons dans la sous-région, aller déposer la plainte ailleurs. Pour le moment, je ne peux pas le dire parce que parfois, il faut faire preuve aussi d'intelligence. Et il n'y a pas que cela. Parce que nous allons enclencher aussi une grande pétition pour que tous les Ivoiriens signent que M. Ouattara n'est pas éligible. Et si on n'est pas fatigué, on n'est pas convaincu de la pétition, on va faire des marches. À l'intérieur d'Abidjan, je compte sur la coalition nationale pour le changement. Je sais trop faire confiance à la CRC, la vraie, les Ivoiriens qui sont décidés à défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, à défendre la constitution de notre République. Vous pensez que les 5 ans allaient nous émousser. C'est vous qui allez être émoussés. Vous allez devenir toujours menaçants. Et vos menaces vont se limiter à vous-même. La deuxième chose que je voudrais dire, pour ce qui est de la transition qui s'impose, c'est quand même qu'il faut être objectif pour remarquer que la commission électorale indépendante, elle n'est pas... Si cette commission-là reste en l'état, c'est que vos élections-là n'auront pas lieu. Il faut qu'on soit clair pour le dire. Avec M. Issou Bakayoko, là, pour dire que minuit n'est pas encore arrivé, alors qu'on est à 15 minutes de minuit, et puis après il va se retrouver à l'hôtel du Golfe. Et un de vos grands supporters, bon, j'aime pas souvent citer les jeunes artistes, mais comme c'est votre supporter, je le cite, Tikenja, il vous a écrit pour dire que franchement, il vous supporte, mais Issou Bakayoko, là, son visage reflète le chaos en Côte d'Ivoire. Il faut le changer. Si vous n'écoutez pas, parce que vous êtes chef d'État, vous pensez que vous pouvez gouverner en menaçant. Ça ne suffit pas. Donc je terminais. En dehors de la commission électorale indépendante, vous savez qu'il y a aussi la question de la sécurité. Moi, je pense qu'il faut être objectif pour dire que dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il n'y a que vous et vos proches et vos partisans qui êtes en sécurité. Tout le reste des Ivoiriens vous subissent. Ils ne parlent pas pour ne pas avoir des problèmes. Parce que si tu as des problèmes, qui va te défendre? La police, la gendarmerie, les vrais soldats qui ont été formés dans dans les plus grandes structures mondiales, surtout au niveau de notre armée, nos militaires qui ont été formés à Saint-Cyr, tout cela sont commandés par les FRC là, vos FRC là, parce qu'ils ont gagné la guerre avec vous, soutenus par la France. Donc ils marchent sur nos militaires, ils marchent sur nos gendarmes, ils marchent sur nos policiers. Dans ces climats-là, vous pensez qu'on va aller à des élections? Mais vous pensez que massacrer les Ivoiriens, c'est une bonne chose, quoi? À la limite, on a envie de vous dire, prenez l'élection.
et puis laissez-nous en paix. Mais on ne vous donnera pas d'élection. On ne vous donnera. À la limite, les Ivoiriens s'en foutent des élections pour sauver leur vie. La preuve, je ne suis pas en train de raconter des âneries. Vous avez vu le recensement? Vous avez fait le bilan du recensement? Qui est allé se faire recenser? Les Ivoiriens n'ont que cure. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer de se sacrifier pour des hommes politiques qui jouent avec leur vie. Et puis après, on vient les menacer depuis Séguéla en disant je mets les uns et les autres en garde. La République ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas votre chose. C'est notre pays. Vous n'allez pas venir nous menacer. Si vous nous menacez, on vous menace. La dernière chose que je voudrais faire, je pense que l'essentiel a été dit. Vive le général, abat le général, obéis pour la mort, c'est les médias. C'est un appel que je voudrais lancer. En toute chose, écoutez, il faudrait aussi que les principes soient respectés. Dans une république, celui qui est au pouvoir, il doit grandir. Et c'est l'opposition qui doit revendiquer. Regardez en France, quand vous entendez les partisans de M. Nicolas Sarkozy au Parlement en train de parler du président de la République, François Hollande, c'est pas possible. Et pourtant, il est le président de la République. Mais l'opposant, comme il n'est pas au pouvoir, il n'a que ses paroles pour exprimer son mécontentement. Et donc, c'est comme cela que ça se passe dans une république. Dans toutes les républiques, l'opposition réclame, elle revendique, elle s'oppose. Et le chef de l'État, il fait preuve de grandeur et puis prend en compte les revendications. Mais il ne menace pas. Donc, les propos menaçants, les propos de guerre et de haine, monsieur le chef de l'État, il faut y mettre fin. Vous avez dit quelque part, dans le discours de Séguéla, toujours, vous demandez à l'opposition de faire preuve de mesure dans les propos. Mais vous demandez aux Ivoiriens et à l'opposition de faire preuve de mesure dans les propos. Mais vous-même, vous qui êtes à la tête de notre pays, malgré nous, vous-même, est-ce que vous faites preuve de mesure? Parce que pour demander au peuple, pour demander aux citoyens de faire preuve de mesure, il faut que le chef de l'État lui-même fasse preuve de mesure. Un chef d'État qui menace, qu'est-ce qu'il veut attendre de nous? À la limite, nous nous considérons comme des cabris morts. On va vous menacer aussi. On va vous menacer. Et je voudrais demander, de toute façon, le discours que je tiens là, je n'ai pas d'appel à lancer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont suffisamment préparés, mais ils savent faire preuve de sagesse. Aucun parmi nous ne demandera à ses concitoyens d'aller manger de son concitoyen. Non, jamais. On n'a pas de haine en nous. Nous voulons seulement respirer. Nous voulons seulement vivre dans la paix et dans la quiétude. Tous les Ivoiriens ont le même discours. Il y a trop de sang qui a coulé, trop de sang versé. C'est pour cela que l'élection là, elle n'est pas une priorité. Il faut la reporter. En la vérité, vous devez saisir l'occasion. Parce que la transition, là, on la demande pour vous rendre service. Vous n'êtes pas éligible. Comment on fait? À la limite, c'est comme des Ivoiriens qui disent, bon, comme il a été président un peu, même si c'est par accident, par la force, bon, il a été quand même président, essayons de voir pour qu'il soit quand même éligible. Et puis on va trouver une solution. Mais on ne violera pas notre constitution en se tapant la poitrine. C'est moi, je suis éligible. Il n'y a aucune disposition de la constitution qui dit qu'un ancien président il est d'office éligible. C'est faux. Il n'y en a pas. Demandez à vos juristes là. Parce que quand même, il y a des juristes en Côte d'Ivoire. Il y a des grands intellectuels en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas acheter toute la Côte d'Ivoire pour vous imposer à la Côte d'Ivoire. Et puis de toute façon, ce sera mon mot de fin. Quelle que soit votre puissance, quelle que soit votre force, M. Alassane Ouattara, vous n'êtes qu'un humain. Vous n'êtes qu'un mortel. Votre temps passera. La Côte d'Ivoire demeurera. J'ai dit.